Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Vérifiez que vous êtes toujours abonné pour les abonnés, parce que YouTube a tendance à désabonner mes abonnés. Vérifiez aussi que vous êtes bien notifié quand il y a une nouvelle vidéo qui apparaît, afin que vous ne manquiez rien. Et éventuellement un petit don, lien dans la description si mes vidéos vous plaisent bien sûr. Donc là c'est le point sur l'Ukraine du 24 février 2024. Donc c'est 2 ans, jour pour jour, la date de commencement de la guerre en Ukraine. Donc c'est une date anniversaire entre guillemets. Et les résultats, vous les connaissez très bien si vous suivez tous les points sur l'Ukraine. Donc, je vais pas vous faire un récapitulatif comme sur certaines chaînes de télé. 2 ans après, qu'en est-il? C'est pas la peine, vous avez les points sur l'Ukraine qui vous dit semaine par semaine ce qu'il se passe. Bref, donc là, les grands titres, c'est, eh bien, l'Occident s'aperçoit que la quantité vaut mieux que la qualité concernant les munitions, mais pas que, aussi l'équipement, mais principalement les munitions comme les obus, les munitions de sniper, les roquettes, les missiles, etc. Vaut mieux un matériel ou des munitions de qualité moyenne, mais qu'on peut produire en grande quantité et pas cher. Voilà, et là, l'Occident vient de se réveiller. C'est l'état-major américain, en fait, qui vient de décider cela, mais cela ne reste qu'à l'état de projet pour l'instant. Mais c'est très sérieux. Le deuxième titre, eh bien, la grande offensive est-elle pour bientôt? Car oui, les Russes nous donnent les signes que ça y est, l'offensive, bah ça y est, commence à arriver parce que l'armée russe serait prête. Alors ça, c'est les Occidentaux qui disent ça, ce ne sont pas les Russes. Les Russes, eux, se taisent, c'est le grand mystère. Voilà. Alors sinon, cette semaine, eh bien, on a eu au 17 février ben, le tour des grands-ducs de Zelensky pour réclamer de l'argent, de l'armement. Il a été à la conférence de Munich, la conférence de sécurité à Munich aussi, où il a été applaudi debout par la nomenclatura occidentale, comme d'habitude. Et là, on voit qu'il y a eu un sursaut occidental pour essayer, on va dire, de lui redonner un coup de polish, c'est-à-dire de lui redonner un peu de brillance à ce Zelensky, alors que les grandes réunions qu'il avait faites internationales auparavant bah, étaient très ternies, il était presque esselé, avec un appui de l'Occident de moins en moins fort. Donc là, à Munich, certainement, les Américains ont dû dire à tout le monde, bon, vous allez tous vous lever et l'applaudir, parce que vraiment, là, ça va plus. Avdiivka est tombé, c'est pas possible, donc faut quand même faire quelque chose pour redorer son blason. Car manque de bol, Zelensky, avant de quitter Kiev, il avait bien demandé au général Sielski de toujours se battre à Avdiivka alors qu'il faisait la tournée en Europe et surtout à la conférence de sécurité de Munich. Donc c'était vraiment le... Il avait préparé son coup, il avait dit vraiment faut que les gens se battent. Mais il y a eu un problème entre-temps, un terrible accroc. Que s'est-il passé? Eh bien, malgré les ordres de Sielski qui disait aux combattants d'Avdiivka bah, de tenir quoi qu'il en coûte, pas longtemps, juste le temps que Zelensky fasse son tour en Europe, donc malgré les ordres de tenir bon, eh bien les soldats n'ont pas écouté, ils ont désobéi aux ordres. Paraît-il que quand il a appris ça de la bouche du général Sierski, Zelensky était furieux. Bon, c'est ce que disent les rumeurs, tout du moins. Donc il était furieux d'apprendre cela, parce que ça tombait au moment le plus mauvais. Il fait son tour, c'est là où il doit briller le plus, et au moment où il fait son tour d'Europe,
et surtout du Conseil de sécurité de Munich, le plus important, bah, c'est là qu'Avdiivka tombe. Et en plus, encore une fois, je viens de vous le dire, suite à une désobéissance des soldats ukrainiens. Alors, pour éviter de perdre la face, ils ont décidé, Syrski et Zelensky, de dire au monde entier bah, qu'ils avaient décidé de faire une retraite à Avdiivka pour épargner la vie des hommes. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Surtout venant de Syrski, dont le pseudo en Ukraine est le boucher, suite à Bakhmut. Syrski, qui est russe, hein, pour information. Là, c'est l'ironie de la chose. Syrski, pas aimé de ses soldats, qualifié de boucher. Donc, on sait très bien qu'il se fout complètement de la vie de ces hommes. Et là, bah, il demande une retraite pour éviter que la vie de ces hommes soit gaspillée en vain, alors que, bon, Avdiivka n'est pas si important que ça. Bon, ça fait juste plus d'un an que Zelensky nous dit que Avdiivka était aussi important que Bakhmut et qu'il fallait à tenir à tout prix, à tout prix. Et oui, exactement le même discours que Bakhmut. Mais bon, on a l'habitude de ces, on va dire, de ces volte-face à Zelensky, puisque le mur de la réalité est là, et à chaque fois, bah, les faits l'obligent à être pris en compte, et donc à changer d'avis. Bref, donc ils annoncent la retraite d'Avdiivka à ce moment-là. Et euh, 2 jours après, à peine, ou 3 jours après, on a Vladimir Poutine devant la télévision avec Sergei Shoigu, donc annonce lui-même ce qui s'est passé en réalité. C'est-à-dire que bah, les soldats faisaient déjà retraite avant que Avdiivka ne tombe. Et retraite en panique en plus. Et ça, c'est souligné par Vladimir Poutine. Euh, bon, Vladimir Poutine ne nous apprend rien, parce que dans les points sur l'Ukraine, en particulier celui de la semaine dernière, je vous avais déjà dit tout cela. Déjà. Et le pire, c'est que déjà la semaine dernière, je vous avais montré un extrait de LCI où il y a une journaliste sur place près de Avdiivka qui prenait des témoignages où déjà un soldat ukrainien dans un souterrain disait qu'il y a une retraite qui se fait partout en panique, et le soldat précisait bah, qu'ils allaient laisser les blessés sur place. Voilà. Alors moi, je vous avais montré une vidéo Telegram là-dessus, et LCI aussi vous avez montré un autre soldat qui disait ça. Et je vous avais montré tout ça. Donc même LCI déjà le reconnaissait. Imaginez-vous. Et pourtant, bon, bah voilà, là, évidemment, là, on annonce la retraite alors que c'était déjà le cas pour Avdiivka. Bref, donc beaucoup d'événements se sont passés la semaine dernière, très importants, et là ça continue. Donc encore une fois, là je vous ai dit déjà les deux principaux titres, c'est-à-dire le fait que l'Occident réfléchit à abandonner la qualité pour la quantité, parce qu'ils se sont aperçus que bon ben côté russe c'est ce qu'il fallait faire. Mais vous allez apprendre bien d'autres choses, comme par exemple qu'il doit y avoir une harmonisation au niveau du matériel, puisque le fait d'avoir des chars différents, des drones différents, des avions même différents, puisque les États-Unis et certains pays d'Europe veulent envoyer des F-16, donc ce qui va causer évidemment des problèmes logistiques. Bref, le fait que tout soit différent, contrairement aux Russes, où tout est harmonieux au niveau de l'armée, où on reprend le même châssis, le même moteur, plus ou moins la même tourelle, par exemple pour les T-72, les T-80, les T-90. Donc cette harmonie permet de simplifier la logistique. Et comme je vous l'avais dit pendant 1 an et demi, concernant les points sur l'Ukraine, la logistique est un cauchemar en Ukraine, un véritable cauchemar, puisque tout est différent.
C'est pour ça que les Ukrainiens demandaient absolument aux pays limitrophes comme la Roumanie, la Pologne de donner leur matériel soviétique qu'ils connaissent bien et qui est facilement réparable et qui est beaucoup plus robuste que le matériel occidental. C'est pour ça qu'ils réclamaient cela. Mais voilà, tout a une fin. Et ce matériel-là a été détruit. Il ne reste plus, je dirais à vue de nez comme ça depuis 6 mois à peu près, que du matériel de l'OTAN. Voilà. Bon, en gros, hein, bien sûr, hein, pas à l'équipement près, mais vous m'avez compris. Donc en gros, je dirais à 90-95%, maintenant c'est du matériel de l'OTAN sur place. Car tout a été grillé déjà par les Ukrainiens. Et c'est bien normal. C'est bien normal. La priorité, c'était d'utiliser le matériel soviétique. Que ça soit les S-300, que ça soit les T-72, les T-80, etc., etc. Bref, vous avez compris. Bon, comme d'habitude, cette vidéo est en 3 parties, donc les informations générales qui seront suivies de la conclusion, et enfin la carte militaire. Voilà. Et là, comme d'habitude, nous allons passer aux articles. Donc là, on va commencer avec un article du New York Times du 20 février, et que dit-il? Des centaines de soldats ukrainiens pourraient être capturés ou portés disparus lors d'une retraite chaotique. Ah, là, c'est bien précisé, une retraite chaotique. Et pourquoi une retraite chaotique? Ben, tout simplement parce que les soldats ukrainiens sont partis en panique bien avant que Selski leur dise officiellement bah, faites une retraite. Eux, ils avaient déjà fait une retraite et en panique. Ils n'écoutaient plus les ordres. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, ces soldats ont une famille. Ils veulent garder leur vie, bien évidemment. La chute d'Avdiivka face à la Russie pourrait être plus importante qu'il n'y paraissait initialement, car l'Ukraine a des difficultés de morale et de recrutement. Alors ça, c'est bien dit là du New York Times, parce que, bon, c'est que quelques mots, mais qui résument tout concernant Avdiivka. Donc oui, la chute d'Avdiivka face à la Russie, c'est terrible. Je vous l'avais dit à maintes reprises dans les points sur l'Ukraine. D'ailleurs, je vais vous montrer 2 petits extraits que je vous avais dit, bah, tout ça pour la postérité, hein, pour qu'il y ait des preuves, comme quoi je vous l'avais déjà annoncé. Mais là, le fait qu'ils annoncent que l'Ukraine a des difficultés de morale et de recrutement, c'est bien, parce que avant c'était peu dit. Alors, avant, c'était dit au niveau du recrutement, parce que déjà le général Zaloujny disait oui, il faut 500 000 soldats supplémentaires. Donc, alors, le fait déjà de demander ça, ça prouvait à quel point l'armée ukrainienne se faisait décimer par l'armée russe et qu'il y avait un problème de morale. Et Avdiivka qui tombe après Bakhmut et après bien d'autres villes, hein, n'oublions pas Mariupol, Marinka, Soledar, Bakhmut bien entendu. Donc ça n'en finit plus, ça n'en finit plus. En plus, on a un Zaloujny qui a décidé, avant de ne plus être général des armées, il avait dit, ben voilà, maintenant c'est fini les offensives, on se met qu'en défensif. Voilà. Bref, très important et à retenir. On va pas tout lire, hein. Juste une petite partie. Des centaines de soldats ukrainiens pourraient avoir été capturés par l'avancée des unités russes ou avoir disparu lors de la retraite chaotique de l'Ukraine de la ville orientale d'Avdiivka, selon de hauts responsables occidentaux et des soldats combattants pour l'Ukraine. Une perte dévastatrice qui pourrait porter un coup dur à un moral déjà affaibli. Et oui, la prise d'Avdiivka par les Russes est apparue comme une perte symbolique importante pour les troupes ukrainiennes, signe de l'impact sur le champ de bataille de l'échec du Congrès américain, jusqu'à présent, à approuver davantage d'assistance militaire. La diminution des approvisionnements en obus d'artillerie rendant la tâche encore plus difficile à tenir la ligne. Les estimations du nombre d'Ukrainiens capturés ou portés disparus varient, et un décompte précis pourrait ne pas être possible.
tant que l'Ukraine n'aura pas consolidé des nouvelles lignes défensives à l'extérieur de la ville. Mais 2 soldats, connaissant le retrait de l'Ukraine, estiment qu'entre 850 et 1000 soldats semblent avoir été capturés ou portés disparus. Les responsables occidentaux ont déclaré que cette fourchette semblait exacte. Alors, bien évidemment, ça c'est ce que les 2 soldats disent, 2 soldats ukrainiens. Il va de soi qu'ils n'ont pas une vue complète d'Avdiivka. Donc ça, c'est à leur connaissance. Donc imaginez-vous en réalité le nombre de soldats qui se sont rendus ou disparus. Bon, disparus, c'est pour être gentil, mais qui se sont rendus en règle générale, parce que vous vous doutez bien que quand vous savez dans un cul-de-sac et que vous avez 0% de chance de vous en sortir, ben vous pensez à votre famille. Forcément, vous voulez vous en sortir vivant et non pas mourir en vain pour strictement rien, à part pour les beaux yeux de Zelensky. Donc les soldats ne sont pas totalement stupides non plus. Bien sûr qu'ils se rendent, ils savent qu'ils seront bien traités, évidemment. Donc, et ça leur donne une chance de retrouver leur famille. Bon bref, tout ça me semble évident. Mais en tout cas, c'est bien que le New York Times se réveille et là maintenant parle très clairement. Là maintenant, et voilà, il y a plus de nuances, on dit la vérité directement. Voilà, et ça c'est pas mal. Alors là, nous allons voir un tout petit reportage de LCI qui est très intéressant puisque c'est le témoignage d'un commandant ukrainien qui est revenu vivant d'Avdiivka. Donc je vous laisse voir ce petit reportage. Victor se dit chanceux d'être sur ses 2 jambes. Ce soldat de 26 ans vient de sortir de l'enfer d'Avdiivka avec seulement, dit-il, le sourire abîmé. Son âme l'est aussi. Au moins 6 de ses camarades sont morts sur sa position le dernier jour. Ce sont leurs corps sur ces images postées par les forces russes. La faute, selon Victor, à un ordre d'évacuation trop tardif. Le problème, c'est que c'était écrit d'avance. C'était mal organisé. L'ennemi était objectivement en train d'attendre notre départ, puisqu'il savait qu'on allait se retirer. Et dès que le premier groupe est sorti, les drones de nuit ennemis volaient constamment au-dessus de nos têtes. Et immédiatement, l'artillerie a suivi. Et le premier groupe a été éliminé. Son souvenir le plus douloureux dans cette retraite, ses frères d'armes gravement blessés et laissés derrière. Lorsqu'on a commencé à avoir des blessés graves, on nous a tout de suite dit que pendant toute la journée, ils seraient récupérés et emmenés par des véhicules blindés. Et nous tous, y compris les blessés, y avons cru jusqu'au bout. Même lorsque le dernier groupe avançait, Zora, un des blessés graves, disait « Tout va bien, partez. Maintenant, ils vont venir nous chercher. » Et puis, on a joint le chef de bataillon. Il ne comprenait pas dans quelle situation nous étions. Il a simplement répondu à propos des blessés « Laissez-les et brûlez tout le matériel. » Victor est amer. Cette ville d'Avdiivka, il y a été déployé au premier jour de l'invasion russe. 600 jours sans rotation, à voir les munitions s'amenuiser. Aujourd'hui, dit-il, je ne peux que regarder ces images de l'ennemi en train d'entrer dans ce qui était ma chambre. Bon, c'est un reportage très fort de Gwendoline de Bono et Vincent Wattener parce qu'on entend rarement, colonel, des soldats évoquer ainsi les conditions d'un retrait en précisant ben voilà, ils nous attendaient, ils voulaient nous tirer comme des lapins, les blessés, non, on n'a pas pu les emmener. C'est rare. Et là, sans transition, je vais vous montrer un autre extrait de LCI qui concerne surtout Vladimir Poutine et Sergueï Shoigu qui donnent leur avis concernant ce qui s'est passé à Avdiivka. Je vous laisse voir ça. Écoutez toujours cette conversation entre Vladimir Poutine et Sergueï Shoigu hier au sujet donc du retrait ukrainien. Quelle heure était-il? 11 heures, c'est ça? Vous étiez de nouveau ici avec le chef d'état-major
et avait rapporté que cette fuite chaotique avait lieu à Avdiivka. À ce moment-là, si j'ai bien compris, le commandement militaire ukrainien a donné l'ordre à ses forces armées de se retirer, alors qu'elles étaient déjà en mouvement et quittaient cette localité. Alors, ils s'en amusent quasiment, fuite chaotique, débâcle peut-être, est-ce qu'on peut parler de débâcle? Alors, on a besoin d'en savoir un petit peu plus. Charline Hurel, merci d'être avec nous. Vous êtes en Ukraine, en mission depuis plusieurs semaines maintenant. On sait que la situation à Avdiivka a été très violente pendant des semaines, très violente pendant le retrait ukrainien, et certains assurent avoir même dû laisser leurs blessés derrière eux. Oui, c'est le récit qu'on a eu de ces soldats lorsque nous étions aux alentours d'Avdiivka pour tenter de comprendre comment tout ce retrait s'était passé. Et c'est ce qu'ils nous disaient, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas nous donner un nombre ni de blessés ni de prisonniers, mais ils nous disaient ce nombre est assez important. Et en effet, il va falloir attendre la consolidation de ces lignes de défense pour pouvoir faire le décompte. Malheureusement, c'est triste de le nommer de cette manière-là. Alors c'est vrai que ce qu'ils nous racontaient parmi différentes brigades, c'était un retrait avec parfois l'impossibilité de faire venir des évacuations et donc de devoir partir en laissant les blessés derrière eux. Et puis aussi ce retrait qui est forcément fait sous le feu russe et en disant nous partons avec un certain nombre et lorsqu'on arrive sur les lignes ukrainiennes plus loin d'Avdiivka, on se rend compte qu'il n'y a pas la moitié des personnes avec qui nous sommes partis. Voilà en tout cas les récits que nous avons pu récolter, des récits précis à certains endroits, mais pas encore de chiffres exacts sur ce qu'il s'est réellement passé. Alors, restez avec nous. C'est vrai qu'on se souvient de ce jeune homme que Gwen de Bono avait interviewé, qui disait ça, qui disait j'ai laissé des copains blessés sur le front, on n'a pas pu les ramener. Tout à l'heure, Nivin Potros nous parlait de ce que disait l'ISW au sujet de toutes ces opérations entre Poutine et Shoigu. C'était fait pour glorifier Poutine et démoraliser l'Ukraine. Ça marche sans doute un petit peu, et le moral était déjà un peu attaqué. Je voudrais que vous écoutiez cet homme-là. Il est à bout de force, évidemment, tant physiquement que moralement. Nous avons un gros problème. Parce que nous manquons d'hommes. Les gens ont perdu l'enthousiasme qu'ils avaient au début de la guerre. Nous avons besoin de renforts. Beaucoup d'hommes sont épuisés. Nos hommes sont depuis longtemps dans les tranchées. Vous voyez comment le temps est? Pluie, neige, neige. Les soldats tombent malades et sont hors de combat. Nous n'avons personne pour les remplacer. Charline, c'est évidemment extrêmement touchant d'entendre cet homme dire cela. On a perdu l'enthousiasme, ce retrait et la façon dont il a été opéré, évidemment, peut poser un problème à l'état-major pour recruter de nouveaux soldats? Oui, et là encore, les voix du terrain sont importantes parce que lorsque nous étions dans les alentours d'Avdiivka, déjà on voit le visage de ces soldats qui sont recouverts de boue, qui ont le regard presque vitreux. C'est assez impressionnant. Et lorsqu'on leur demande qu'est-ce qu'il vous faudrait, c'est la première fois qu'on entend autant cette phrase revenir en disant il nous faut des hommes. Ils se reprennent en disant il nous manque des hommes, il nous manque surtout des hommes motivés. Et ça, ils sont quand même plusieurs à avoir insisté dessus en disant qu'en l'état des choses, pour le moment, ce ne serait pas possible d'assurer une réelle défense. Alors, c'est vrai que la mobilisation, vous savez, c'est une question qui taraude beaucoup ici en Ukraine depuis plusieurs mois. Quel a été réellement l'effet de cette tombée d'Avdiivka sur la volonté des Ukrainiens ou non de s'engager? Forcément, ces images, elles tournent en boucle sur les télévisions. Impossible d'apprécier la manière dont tout cela est pris du côté des Ukrainiens qui ne sont pas encore engagés sur le front. Ce qui est certain, c'est que ceux avec qui on a pu parler nous disaient qu'il y avait quand même un sursaut aussi qui avait été provoqué. C'est assez paradoxal, mais ils nous disaient là on constate que le pays ne va pas bien, qu'on est dans une situation extrêmement critique et qu'en effet il va falloir trouver ces hommes motivés pour pouvoir continuer les combats. Merci beaucoup Charline, merci à Camille Souhaut également qui est avec vous. Trouver ces hommes motivés, c'est ce que dit aussi le New York Times d'ailleurs, encore lui. La capture de centaines de soldats, en particulier ceux ayant une expérience du champ de bataille, rendrait le besoin de troupes supplémentaires plus aigu et compliquerait les efforts visant à en recruter davantage. C'est quand même assez impressionnant, Vincent Crouzet. On a entendu parfois, au fur et à mesure que la guerre progressait,
Des soldats, dire il nous manque des hommes, etc. Là, c'est un commandant d'unité, un commandant de brigade d'ailleurs, qui dit on a perdu l'enthousiasme, on a besoin de monde, on n'est pas bien, quoi. Jamais on avait entendu un commandant dire ça de façon aussi claire. Là, vous notez que les grands médias se réveillent, même LCI, et qui reprennent maintenant allègrement des témoignages de soldats ukrainiens sur place. Il y a quelques mois, il y en avait rarement des témoignages de soldats ukrainiens, à part pour dire oh, on tient bon, regardez, nous on va les écraser, on marche devant un océan de soldats russes qu'on a tués. Et oui, on avait ce genre de témoignages qui étaient de la pure propagande. N'oubliez pas ce point sur l'Ukraine où je vous ai montré des soldats ukrainiens qui étaient revenus de Bakhmout vivants et qui avaient témoigné à la télé ukrainienne, et ils avaient dit mais arrêtez de regarder le seul canal d'information ukrainien qui dit n'importe quoi, et qu'en réalité les soldats russes sont très bons, très forts, bien équipés. Pour ceux qui me suivent, vous vous souvenez de ça? Je vous avais montré cet extrait de la télé ukrainienne, mais ça c'était rare. C'était rare, et évidemment ce n'était que sur Telegram. Et là maintenant ça y est, ils reprennent la chose. Et sur 2 points très importants dont on parlait très peu avant. Surtout le recrutement. Bon, depuis que Zaloujny disait qu'il fallait 500 000 hommes supplémentaires pour avoir une chance de continuer la guerre, éventuellement de la gagner. On parlait du recrutement, on a vu les images du recrutement sauvage du gouvernement ukrainien, puisqu'on en est là, c'est-à-dire de capturer des gens dans la rue, les mettre dans des vannes et immédiatement les envoyer au front. Et oui, et ça même LCI l'a reconnu. Donc le coup du pipeau du gouvernement de Kiev qui disait « Vous inquiétez pas, nous, quand on a quelqu'un qui connaît pas la guerre et qui doit faire la guerre, c'est entre 3 et 6 mois de formation, minimum. Donc évidemment, ça a fait rigoler tout le monde, moi le premier. Mais le point le plus important, c'est le moral d'Avdiivka. Le moral. Alors le moral des soldats d'Avdiivka, il était déjà au plus bas. Surtout quand il y a de cela, je dirais un mois et demi, où déjà les chefs, les grands chefs d'Avdiivka étaient partis. Déjà, ça a donné un coup au moral aux soldats ukrainiens d'Avdiivka. Donc le moral très important. Alors là maintenant je vais vous montrer 2 petits extraits d'anciens points sur l'Ukraine quand je vous disais qu'Avdiivka allait tomber suite à tout ce que Avdiivka connaît comme problème. Alors je voulais vous montrer ces extraits pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc c'est d'anciens points sur l'Ukraine. Donc encore une fois, pas besoin de sortir de Saint-Cyr puisque je vous l'annonçais déjà et je vous parlais bien sûr du coup au moral terrible pour les soldats ukrainiens suite au fait que Avdiivka devait tomber. Je vous avais parlé du moral particulièrement. Regardons cela ensemble, c'est très court. Là, quand Ougledar tombera, quand surtout Avdiivka tombera, parce que c'est ça, alors là vous pouvez être sûr qu'on va en parler pendant des jours dans les médias quand Avdiivka tombera. Bon, Avdiivka, qui était l'unique dernière grande forteresse ukrainienne, va tomber. Comme je vous l'ai dit à maintes et maintes reprises dans beaucoup de points sur l'Ukraine déjà, quand Avdiivka va tomber, ça va être un coup terrible à l'image de Bakhmout, donc au niveau des troupes, bien entendu, parce que c'est quand même des milliers de soldats qui y sont morts, et des milliers de soldats qui vont rester là, certainement prisonniers, car je pense qu'ils vont se rendre. Donc je suppose que pour la com, ils vont encore résister un petit peu, mais je suppose aussi qu'ils vont se rendre en masse. Là très vite, un article très court de Business Insider que j'ai retrouvé qui date du 14 septembre 2023, et que dit-il ? Les fabricants russes fabriquent jusqu'à 7 fois plus de munitions que les fabricants d'armes occidentaux. Tous réunis, selon un responsable estonien de la défense. Et ça, c'était au 14 septembre.
Ça veut dire que maintenant, c'est au moins 8 fois plus, peut-être même 9 fois plus. Puisque chaque mois, le complexe militaire-industriel russe ne cesse de se développer, de manière absolument époustouflante d'ailleurs, comme l'a montré le New York Times la semaine dernière, où je vous ai montré l'article où Vladimir Poutine visitait une usine de Uralvagonzavod. Donc là, le New York Times en a parlé, donc la semaine dernière. Et là, déjà, Business Insider avait repris donc les mots du responsable estonien de la défense cette fois. Donc imaginez-vous, maintenant c'est au moins 8 ou 9 fois plus que tous les fabricants d'armes occidentaux réunis. Comment voulez-vous que l'Occident puisse rivaliser avec la Russie? C'est ridicule. Bref, là je vais vous montrer maintenant un court extrait d'un entretien de Robert Kennedy Jr., sous-titré en français, qui donne son point de vue sur la guerre en Ukraine. Vous allez voir, c'est édifiant. You're running to unseat a Democrat. You're running as a Democrat. My question to you is, what's your biggest issue with President Biden's leadership? The censorship, the war, and putting neocons, war-mongering neocons in front of in charge of our foreign policy, and putting Wall Street in charge of our domestic policy and our economy. So what would you do differently? I would do everything differently. I would negotiate with the Russians, which is what they've wanted to do from day one. The Russians signed a peace agreement in March of 2022, which we just found out about, and Zelensky initialed it. And the Russians were actually withdrawing their troops in March of 2022 and April 2022. And President Biden sent Boris Johnson to Kiev to blow up that agreement. And since then, 135,000 kids, Ukrainian kids, have died, and 50,000 Russian kids. My son went over to Ukraine and fought in the Kharkiv offensive. He was a machine gunner in a special forces unit. And so, I'm deeply concerned with the welfare of the people in Ukraine. I admire their valor. They died unnecessarily to fulfill an ambition of the United States, which was to use Ukraine in a proxy war with Russia. In fact, when President Biden was asked about what the purpose of the war was, he said regime change in Russia. When Lloyd Austin, his Secretary of Defense, was asked in April 2022, right after they blew up the agreement, why are we in Ukraine? He said to exhaust the Russian army and degrade its capacity to fight anywhere else in the world. That is not about Ukrainian freedom. It is about using Ukraine in a proxy war, in a geopolitical dispute between two great powers. Alors là, on va parler de l'éventuelle grande offensive russe. Et on va regarder l'ISW qui, de temps en temps, dit la vérité. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je regarde l'ISW régulièrement, bien entendu. Et là, en lisant son évaluation de la campagne offensive russe au 18 février 2024, je l'ai trouvé pas mal. Parce que, bon, de temps en temps, l'ISW dit la vérité. Alors quand je vous dis « dit la vérité », c'est peut-être un peu présomptueux. Pour être plus exact, j'ai envie de vous dire que ça correspond au télégramme militaire russe que moi je lis. Alors là, pour le coup, ça correspond. Alors tout est très bien. Alors faut pas oublier que l'ISW, c'est comme le New York Times et Washington Post ou The Economist. Hein. Ce sont des médias qui ont été créés par l'État profond. Et l'ISW en particulier est dirigé par des membres de la famille de Victoria Nuland, pour ne pas dire elle-même, qui en est à l'origine de sa création de l'ISW. Donc comme organe de propagande, c'est très fort. Mais, encore une fois, comme les grands journaux internationaux, ils se doivent de dire de temps en temps la vérité, de montrer qu'ils sont crédibles. Alors là, ils ont été crédibles. Alors on va pas tout lire, vous vous doutez bien que c'est très long. Mais voilà, c'est bien présenté, c'est pas mal. C'est beau, voilà, c'est bien présenté. Et là, on va regarder des trucs intéressants. Parce que c'est vrai. Donc on va pas tout lire, je vais juste vous lire à partir de là à peu près.
Mais en tout cas, tout ce qu'ils disent ici, j'ai rien trouvé à redire. Donc les retards dans l'assistance occidentale en matière de sécurité à l'Ukraine aident probablement la Russie à lancer des opérations offensives opportunistes le long de plusieurs secteurs de la ligne de front, afin d'exercer une pression sur les forces ukrainiennes sur plusieurs axes. Ça c'est vrai, c'est la méthode russe. Alors avant d'aller plus loin, eux ils ne le disent pas, mais moi je vous le dis. En fait, c'est une stratégie russe qui est bien connue dans les manuels de stratégie russe, justement. Donc, ça a été mis en lumière par Soulovikine, qui est un des plus grands parmi les généraux russes. Donc là, qui n'est plus en activité présentement, à part en Afrique, puisque Soulovikine maintenant gère les forces, on va dire Wagner de loin en Afrique ou de près. Les sources sont un peu contradictoires là-dessus, mais en tout cas, il est envoyé en Afrique, Soulovikine. Bref, donc la méthode, c'est de faire un brouillard de guerre total. Les Russes, c'est leur méthode, c'est rester dans le mystère le plus complet. Et afin que de laisser leur adversaire toujours dans l'expectative, un peu dans l'angoisse de mais qu'est-ce qu'ils vont faire, on ne sait pas du tout. Voilà, ça c'est la force des Russes. C'est au contraire de l'Ukraine qui annonce ah moi je vais faire une grande offensive dans telle localité, j'irai ensuite là et ensuite j'irai là. Bref, c'est complètement stupide et débile, mais c'est typiquement américain et j'ai envie de vous dire ukrainien. C'est tout dans le show, c'est tout dans le spectacle. Voilà, pour montrer, regardez, on est tellement fort qu'on vous annonce exactement ce qu'on va faire à l'avance. Bref, le ridicule, encore une fois. Alors on dit que le ridicule ne tue pas, sauf que là, le ridicule tue quand on est en guerre. C'est dommage. Donc les Russes, c'est leur stratégie qui est très maligne, très intelligente et très stratégique. Donc là, ce que font les Russes, c'est qu'ils ont 3 points d'offensive, on va dire, qui sont montrés au grand jour, c'est-à-dire le nord, le milieu et le sud. Alors le nord avec Kupiansk, le milieu avec Avdiivka et le sud dans l'oblast de Zaporojye. Donc ils font comprendre au monde entier qu'ils rassemblent des forces dans l'oblast de Zaporojye, dans l'oblast de Donetsk et dans l'oblast de Kharkov, c'est-à-dire dans la région de Kupiansk-Liman. Donc c'est là, vous vous souvenez, je vous ai dit dans plusieurs points sur l'Ukraine, que le ministre de la Défense ukrainien s'est inquiété à 2 reprises dans les médias, comme quoi il y avait 120 000 soldats dans la région de Kupiansk jusqu'à Liman, avec plus de 500 chars, 700 véhicules blindés, etc. À 2 reprises, il s'en inquiétait dans les médias. Et ça fait des mois qu'il s'en inquiète. Je vous l'ai répété à plusieurs reprises. Donc, ils étaient inquiétés que la grande offensive vienne du Nord. Et moi, je vous ai dit aussi à maintes reprises que je pensais aussi que ça viendrait du Nord et qu'ils fondent du Nord vers le Sud jusqu'à Odessa. Ou tout du moins l'oblast de Nikolaïev. Ce n'est que mon avis personnel, bien entendu. Mais en tous les cas, pour revenir à l'ISW, là, ils font plus ou moins la même analyse. Alors moi, cette analyse, je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans les points sur l'Ukraine, mais là, c'est dit dans l'ISW. Alors, les forces russes mènent actuellement au moins 3 efforts offensifs le long de la frontière entre Kharkov et l'oblast de Lugansk, en particulier en direction de Kupiansk et Liman, ça c'est vrai, dans et autour d'Avdiivka, ça tout le monde le sait, et près de Rabotino, alors dans l'ouest de l'oblast de Zaporojye. Alors Rabotino, c'est là où il devait y avoir la grande offensive ukrainienne qui a échoué. Donc souvenez-vous, c'est l'endroit où il y a eu tant et tant de chars Léopard 2 détruits, principalement par les drones.
Donc après le retrait des forces ukrainiennes d'Avdiivka et la revendication russe ultérieure du contrôle de l'intégralité d'Avdiivka, l'ISW et plusieurs sources ukrainiennes et occidentales ont estimé que les retards dans l'assistance occidentale en matière de sécurité, à savoir les munitions d'artillerie et les systèmes de défense aérienne critiques, ont empêché les troupes ukrainiennes de se défendre contre les avancées russes à Avdiivka. Les pénuries ukrainiennes critiques d'équipements fournis par l'Occident et les craintes d'un arrêt complet de l'aide militaire américaine ont contraint les troupes ukrainiennes à stocker du matériel sur l'ensemble du front, ce qui a probablement encouragé les forces russes à exploiter la situation et à lancer des opérations offensives limitées en dehors de la région d'Avdiivka. Bon, on ne va pas tout lire. Mais en gros, là, encore une fois, les médias, j'estime que l'ISW, c'est un média, fait face au mur des réalités et enfin dit la vérité sur le terrain. Donc voilà la grande offensive. Évidemment, nul ne sait ce qui va se passer. On ne sait pas. On ne sait pas. Chacun fait des hypothèses. Mais les Russes gardent un mystère total, complet. Et je rappelle que dans leur manuel de stratégie, ça fait partie d'une Russe stratégique russe. Ils ne le cachent même pas. Et c'est leur grande force. Donc les Ukrainiens, et on peut dire les Américains, ne savent vraiment pas d'où va venir la grande offensive russe. Peut-être sur les 3 fronts dont on vient de parler, peut-être du nord fondre vers le sud, peut-être de Zaporožje, peut-être d'Avdiivka, voilà. Et c'est ça qui fait la force justement de l'armée russe, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire. On peut estimer, mais c'est tout. Voilà. Nous allons voir ici un article de Forbes qui est très intéressant concernant la qualité contre la quantité vis-à-vis des obus. Et là, que peut-on lire? Vous voulez 200 000 obus d'artillerie de 150 mm par mois pour l'Ukraine? Simplifiez la production. Ça, c'est ce que dit Forbes. Donc là, on nous dit, voilà, ce n'est un secret pour personne, la bataille d'artillerie pour l'Ukraine s'est transformée en une bataille de masse. L'Occident, dans l'espoir d'injecter au moins 200 000 obus de 150 mm par mois dans la lutte contre l'Ukraine, blablabli, blablabla, ça c'est ce qu'ils veulent faire, voilà, mais à la fin, on nous dit l'Amérique devrait produire au moins 100 000 obus de 150 mm par mois d'ici 2025. Donc en gros, ils seront capables de produire 100 000 obus si tout va bien par mois d'ici 2025. En gros, quand la guerre aura été finie depuis longtemps. Mais bon, c'est comme ça. Le but, c'est pas ça. Donc là, ils disent, voilà, il y a beaucoup d'exigences qui posent de gros problèmes quant à la qualité de chaque obus. Donc sécurité, durée de conservation, performance. Voilà, les munitions de l'artillerie occidentale sont surconçues, c'est-à-dire, c'est la traduction de l'anglais. Ça veut dire qu'ils sont vraiment super qualité. Et donc, il y a des exigences techniques déjà décourageantes. Les obus, en plus, sont soumis à une série d'exigences nationales spécialisées. Le fait que chaque coque, c'est-à-dire chaque coque de l'obus occidentale soit fabriquée avec amour selon les tolérances exactes d'un moteur de voiture de course de F1 offre un avantage mesurable. Dans des circonstances idéales, les systèmes d'artillerie alliés dépassent, tirent et frappent plus fort que les systèmes russes équivalents. Mais les conditions ne sont pas aussi idéales. Alors ça, cette assertion est fausse, complètement fausse. Ça, c'est l'arrogance typiquement de l'Occident. On a vu dans un article précédent que c'était l'inverse. C'est-à-dire que les obusiers russes, certains obusiers russes, avec des obus normaux, et non pas des obus spéciaux comme les obus Excalibur américains, tirent en réalité beaucoup plus loin, c'est-à-dire 2 fois plus loin, avec un obus identique, c'est-à-dire normal, pas un obus spécifique, que les obusiers occidentaux. Et ça, c'est le président Zelensky lui-même qui le dévoile.
C'est intéressant à savoir. Donc ça, c'est faux. Mais c'est l'arrogance typique. Vous savez qu'au début de la guerre, on nous disait vous inquiétez pas, avec les canons César, les obusiers américains et les obus occidentaux, on va gagner la guerre. Parce qu'en fait, un obus de chez nous vaut 10 obus russes. Donc, pas besoin d'avoir de quantité. La qualité fait tellement plus de dégâts côté russe qu'il n'y a pas besoin de s'ennuyer avec la quantité. Bon, le mur des réalités est à nouveau passé par là. Et là, ils sont aperçus qu'en fait, les obusiers russes étaient meilleurs. Et Zelensky vient de le dévoiler, bon, certes, 2 ans après la guerre, mais ça a été dévoilé par Zelensky lui-même. Et on le savait tous depuis longtemps, tous les connaisseurs le savaient. Mais c'est l'arrogance et la propagande occidentale. Mur des réalités, encore une fois. Tout avantage découlant des exigences sophistiquées d'usinage des munitions de l'Occident et d'autres étapes de production de munitions chronophages est probablement compensé par les conditions de terrain dégradées d'un environnement de guerre réel. Et oui, alors là, bon, faut traduire un petit peu, hein. C'est-à-dire, le fait d'avoir des tolérances extrêmement basses, c'est-à-dire un usinage extrêmement précis qui va dans un canon extrêmement précis, eh bien, c'est dégradé dans des conditions réelles de guerre. Voilà, surtout quand on a du moins 30 degrés, qu'on a un taux d'humidité élevé, du gel, etc. En d'autres termes, l'usinage de précision des munitions ne fait pas beaucoup de différence lorsque l'obus remonte dans un canon d'armes surutilisé qui, en temps de paix, aurait longtemps été mis à la ferraille il y a des milliers d'obus de cela. C'est-à-dire que là, en fait, les obusiers occidentaux sont utilisés tellement trop, c'est-à-dire de manière tellement trop intensive, qu'en fait, on est dans une tolérance de précision ridicule. Je vous avais montré un soldat ukrainien qui disait qu'avec un M777 américain, quand il l'a reçu tout neuf, il avait une précision de 7 mètres, et après utilisation, donc intensive, il avait une précision de 70 mètres. Donc, vous voyez, donc comme ils sont obligés de garder les canons et de les utiliser juste à temps qu'ils crèvent, parce qu'évidemment, il n'est pas possible en pleine guerre, pas possible, il est très difficile en pleine guerre, quand vous êtes dans un chaudron, par exemple, de faire une maintenance de canon qui doit retourner, alors du front, il doit aller en Pologne ou en Roumanie, mais normalement c'est la Pologne, pour être changé, revenir sur le front, le réhabiliter. Bref, en gros, ça se fait presque pas, ou très difficilement, et trop peu dans tous les cas. Donc il les utilise jusqu'au bout. Donc ça, c'est vrai ce que dit Forbes. Ils sont pas faits pour ça, les canons occidentaux. Cela ne veut pas dire que des armes de précision ne sont pas nécessaires, mais un obus déployable, prêt à l'emploi, tout comme le canon automoteur M109, est parfaitement adapté pour repousser les attaques de vagues humaines russes. Donc c'est des canons un peu moins sophistiqués que les César et que les M777. La précision de la visée est moins préoccupante lorsque les combattants ukrainiens veulent simplement garder les conscrits russes affamés et froids. J'adore les mots. La tête baissée dans leurs tranchées. Bon, en gros, c'est une précision, il n'y a pas besoin d'une précision fantastique pour garder les Russes éloignés. Mais bon, passons à la conclusion. Que nous dit la conclusion ? Accélérer la production de munitions ou modifier rapidement la conception pour accroître la létalité pourrait ne pas convenir aux bureaucrates guerriers de l'arrière. Bon, là, il parle des politiciens faucons, c'est-à-dire les néocons démocrates qui veulent une guerre à tout prix. Dans les systèmes d'approvisionnement sclérosés, le changement ne survient qu'après des années d'études, de débats et de jeux inutiles. En termes simples, il faudra un leadership impitoyable pour identifier et supprimer les exigences qui, dans le feu de l'action, ne sont plus pertinentes. Les bols de riz précieux se briseront. Les méthodes anciennes et
et pourrait disparaître. Mais à l'heure actuelle, la priorité absolue, du moins pour les munitions d'artillerie usage général, est un prix plus bas et une plus grande vitesse. Exactement ce que font les Russes, qui eux privilégient une qualité un peu moindre, mais une production à bas coût et en masse. Voilà, donc tout à fait l'inverse que ce que faisait l'Occident. Et là, l'Occident, en gros, va copier tout simplement la stratégie russe que eux font depuis des décennies. Voilà, donc on va copier le système russe, on va voir si on y arrivera à temps. Je vous annonce tout de suite que, bien évidemment, cela prendra des années de restructurer les usines d'armement occidentales. La guerre sera finie depuis bien longtemps quand tout sera prêt côté occidental, tout du moins pour les obus. Mais c'est vrai pour le reste des munitions. Alors tout d'abord, je voulais vous montrer cette photo. Là, vous voyez Alex Soros, le fils de George Soros, qui a repris les affaires de l'Open Society de son père avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien Kuleba. Tout ça, c'est pour vous montrer les accointances typiques de l'Ukraine, hein, avec l'État profond, c'est-à-dire avec BlackRock, Monsanto Bayer, CIA, MI6, la fondation Bill et Melinda Gates, etc. Donc c'est le National Endowment for Democracy, bien entendu aussi. Donc c'est typique des accointances de l'Ukraine, hein, qui ont été initiées par Joe Biden, qui était vice-président des États-Unis sous l'administration Obama. Ouais, c'est Joe Biden qui a initié cela en tout premier lieu avec l'Ukraine. Bon, Trump a continué, hein, bien sûr. Donc Trump n'est pas un héros là-dedans, hein. Et là, on va voir quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire ce que dit Kuleba ici. Et lui, il dit en gros que le problème, c'est que les 155 mm, c'est-à-dire les obus de 155 mm de l'OTAN, ne sont pas interopérables dans tous les pays de l'OTAN. Et oui, vous allez voir ce qu'il dit. Donc le problème avec les munitions, c'est qu'ils sont spécifiques, comme l'a annoncé l'ambassadeur précédemment. Vous voyez, la décision d'envoyer certaines quantités de munitions à l'Ukraine, donc là des 155 mm, on est très content de cela. Donc par exemple, 10 000 obus envoyés à l'Ukraine, c'est très bien. Donc par nos partenaires, donc tout ça on le note. Donc l'Allemagne, les États-Unis, le Danemark, on est très content de cela. Mais le problème est que tous les obusiers avec un canon de 155 mm sont produits spécifiquement pour certains types de calibres donnés pour des pays spécifiques. Vous ne pouvez pas utiliser le même obus dans tous les canons. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors effectivement, par exemple, les canons du Challenger 2 sont à un canon rayé, alors que les canons de l'Abrams, du Léopard 2 et du Leclerc, c'est du canon lisse. Voilà, c'est un exemple. Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc ils ne sont pas vraiment interopérables entre eux. Mais le plus intéressant, c'est quand même Zelensky. Alors Zelensky, là, vient de donner quelque chose de très intéressant. Vient de dire quelque chose de très intéressant et accidentellement. Hein. C'est ce que moi j'appelle une erreur journalistique. Donc là, lui, il dit que la guerre dans son ensemble n'est pas juste. Elle est injuste. Pourquoi il dit ça? Donc, elle est aussi injuste en termes d'avantages. C'est à la conférence de Munich. Hein. Notre artillerie a une portée de 20 km. La portée de l'artillerie russe est de 40 km. Donc, vous voyez, là, la vérité vient d'être dite. Car au niveau de la portée de l'artillerie, oui, en général, il a raison, le matériel occidental
donne une portée d'environ 22-24 km, environ 20 km. Quand on utilise des obus de base, parce que la plupart du temps, ce sont des obus de base qu'utilise l'Occident, donc les M777, les canons César, etc. Et oui, c'est pas ce qu'on nous vend, 40, 50, 60 km. Ça, c'est avec des obus très spécifiques. Et l'Ukraine en a extrêmement peu, parce que ça coûte très très cher ces obus. Alors que les Russes, eux, peuvent tirer de manière normale avec des obus normaux entre 30 et 40 km, voire même entre 50 et 60 km. Alors que les portées des obusiers Crab M777, PHZ 2000, César ont une portée de 35 à 40 km, mais avec des obus un petit peu spécifiques. Voilà. Alors que les obus normaux tirés par les obusiers normaux de la Russie peuvent atteindre 30 à 40 km et en plus sont beaucoup plus robustes. Donc ça, c'est très intéressant que ça soit admis par le président Zelensky lui-même. Ça, c'est très bien parce que ce sont des détails techniques mais qui sont extrêmement importants sur le champ de bataille. Moi, je vous l'avais déjà dit dans un point sur l'Ukraine il y a plus d'1 an. Et là, c'est enfin dit accidentellement par Zelensky. Voilà, donc c'était très très intéressant. Donc là maintenant on va parler morts soldats russes puisque j'ai eu les derniers chiffres de Mediazona BBC. Mais avant on va regarder ce que dit Ukrainska Pravda, donc un des plus grands journaux ukrainiens. Il nous dit que là à ce jour, au 24 février, on est à 408 240 morts côté soldats russes. Voilà. Sachant que la semaine dernière, je vous avais montré cet article du New York Times qui disait que le Pentagone estime le bilan russe à environ 60 000 morts et 300 000 blessés. Donc le Pentagone estime le bilan russe à 60 000 morts, ce qui est tout à fait raisonnable. Alors maintenant, on va regarder Mediazona avec les morts par semaine afin que vous voyez la tendance. Et là, vous voyez que le pic a été atteint donc au début février 2023. Donc là, c'était lors de la bataille de Bakhmout, la fin de la bataille de Bakhmout. C'est là où ils ont le plus de morts, donc 805 morts en une semaine, côté russe. Et là, vous voyez la tendance. Vous voyez le nombre de morts par semaine, donc février 2023. Donc c'est, vous voyez, par semaine. Et là, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et là, regardez, décembre, janvier, même novembre, novembre, décembre, janvier 2024. Et là, regardez le nombre de soldats russes morts. Ça tend à disparaître. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus que, allez, une petite centaine, quelques dizaines de soldats russes qui meurent. Voilà, en 2024, là, entre janvier et février 2024. C'est extrêmement peu. Extrêmement peu. Mais voilà, c'est la tendance exacte donnée par Mediazona. Même si les chiffres en réalité sont un peu plus élevés que cela, mais la tendance est relativement exacte. Voilà, ça c'est Mediazona BBC. Maintenant on va regarder donc les derniers chiffres. Voilà, donc les derniers chiffres 24 février, 44 654 morts côté russe. Donc ça, il y a eu 1194 morts de plus en 2 semaines. Donc en 2 semaines, il y a eu 1194 morts. Voilà. Les Ukrainiens, eux, disent qu'ils font environ entre 1000 et 1200 morts de soldats russes par jour. Par jour. Et là, on voit 1194 pour 2 semaines. En plus pour 2 semaines. 44 654. Moi, à mon avis, maintenant, il faut arrondir à 55 000. Voilà. Moi j'ajoute 10 000 en gros, selon moi, pour être vraiment auprès de la réalité. Parce que, évidemment, ils ne peuvent pas tout compter. Donc ça, c'est Mediazona en collaboration avec BBC News Russian Service. Voilà.
C'était intéressant à montrer. Donc là, on va faire un petit peu d'histoire, on va remonter un petit peu dans le temps. Et que disait-on dans le temps à BBC News le 21 septembre 2022? Guerre en Ukraine, vérification des faits par la Russie affirmant que les troupes de l'OTAN combattent en Ukraine. Alors, on va pas lire tout l'article, mais en gros, là, c'est dit que Vladimir Poutine a déclaré que, bah oui, il existe des unités militaires en Ukraine sous le commandement de facto de conseillers occidentaux. Et là, à la télé russe, ben, le présentateur montre les preuves. Alors, il y a un panel évidemment de gens bon, pour expliquer, des consultants, des experts pour expliquer qu'il y a vraiment des combattants de l'OTAN. Et dans l'article de la BBC, ils ont analysé les preuves et pour eux, ils disent non, non, nous on a analysé les preuves. Alors certes, tous ceux qui sont montrés à la télé russe sont des ex-militaires de l'OTAN. Alors là, pour le coup, ils ont montré des Américains, mais ce sont des ex-militaires de l'OTAN. Ils sont venus en Ukraine volontairement, mais c'est pas le gouvernement qui les a envoyés. Voilà, ça c'est ce qu'a conclu le 21 septembre 2022 BBC News. Mais le problème, c'est que le 11 avril 2023, une fuite montre des forces spéciales occidentales sur le terrain. Donc plusieurs mois plus tard, il y a une fuite qui a été faite par un certain Jack Teixeira, un jeune homme de 21 ans, qui a la plus haute classification. C'est-à-dire il a le droit de voir des documents top secret. Alors ne me demandez pas comment se fait-il qu'un jeune homme, si jeune, ait pu avoir une telle classification, ça je ne le comprendrai jamais. Mais en tous les cas, ça veut dire que sa vie a été passée au crible pour qu'il puisse avoir un tel droit. Bref, mais que se passe-t-il? Après, bon, les médias ont dit que c'était en fait un terroriste, quelqu'un de méchant, voilà, que en fait il avait un passé bien sombre, ce Jack Teixeira. Vous voyez, c'est la méthode habituelle. Pour avoir une classification top secret, votre vie, elle est passée au crible de la naissance jusqu'au bout, quoi. Pour avoir une telle classification. Mais, une fois qu'il a fait fuiter les documents, ben, c'est devenu un méchant qui a un passé très trouble et qui avait des velléités d'actes terroristes contre les États-Unis. C'est pour ça qu'il aurait fait fuiter les documents. Vous voyez, alors il vous montre les photos de sa chambre, le passé trouble avec son père. Bref, la méthode habituelle, comme on a fait avec Julian Assange, c'est-à-dire quand il a fait fuiter les centaines de milliers de documents Wikileaks, eh bien c'est devenu un violeur, Julian Assange. Et oui, et oui. Bon, bref, il y a une fuite monstre. Et là, qu'apprend-on? On apprend qu'il y a des contingents de différents pays. On apprend que le Royaume-Uni a envoyé des forces spéciales, donc 50. Alors là, c'est assez peu clair. Est-ce que c'est 50 contingents ou 50 hommes? Encore une fois, eux, ils parlent de contingents. Est-ce que c'est, par exemple, 50 contingents ou 50 hommes? Là est la question. Alors 50 hommes, ça me paraît tellement ridicule que je pense que ce sont des contingents. Alors je ne sais pas en termes militaires ce qu'un contingent de force spéciale compte d'unités à l'intérieur, je ne le sais pas. Mais c'est pas possible que ça soit, par exemple, la France 15 hommes. C'est tellement ridicule, tellement... voilà, les États-Unis 14. Voilà, donc ça me paraît tellement ridicule. Donc je pense que c'est un contingent, c'est un groupement. Ce sont des groupements. Ce n'est que mon avis. Mais vous voyez un petit peu la chose. Donc voilà, c'était pour vous remémorer un petit peu les faits. Alors évidemment, le lendemain, c'est marrant parce que les deux seuls pays qui ont dit non, 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 parce que je vous rappelle que la France, les Royaume-Uni, les États-Unis n'ont pas démenti. Les seuls pays qui ont démenti, c'est l'Ukraine et l'Espagne. Voilà. Ministres ukrainiens et espagnols, c'est les seuls qui ont démenti. Oui.
Alors eux, ils démentent peut-être parce que les Ukrainiens ils peuvent pas envoyer des membres de l'OTAN parce que c'est l'Ukraine. Et l'Espagne, l'Espagne ne fait pas partie de ceux qui ont envoyé des contingents. Donc il n'y a pas l'Espagne. Alors c'est peut-être pour ça, vous allez me dire. Mais voilà, c'est les deux seuls pays qui ont démenti. Tous les autres n'ont pas démenti. Hein. Ils n'ont pas démenti, les autres. Ils se sont tus. C'est tout. Voilà. Bref, voilà, c'était un petit cours d'histoire pour vous rappeler un petit peu comment ça se passe les mensonges. Et que voilà, il faut une fuite grâce à Jack Teixeira, qui nous en a appris bien d'autres, parce qu'il y avait plus d'une centaine de documents. Pour la petite histoire, on a appris que l'Égypte, en fait, était très liée avec la Russie, et que, en fait, l'Égypte devait livrer 40 000 obus à la Russie. Parce que l'Égypte, les documents du Pentagone ont montré que l'Égypte était très liée avec la Russie. Voilà. Voilà, on apprend ce genre de choses, voilà, ainsi que le vrai nombre de morts, etc. Évidemment, qui n'est pas les nombres de morts, qui n'est pas celui des médias, bien évidemment. Alors là, on a, d'après un journal russe, ministre de la Défense de Biélorussie, qui dit « Les forces armées ukrainiennes ont concentré 100 000 combattants à la frontière ». Les forces armées ukrainiennes ont concentré environ 100 000 soldats à la frontière avec la Biélorussie. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense du pays, donc biélorusse, Viktor Klenin. Aujourd'hui, ce groupe compte environ 112 à 114 000 combattants ukrainiens rassemblés à la frontière russe, a souligné Viktor Klenin sur la chaîne de télévision Россия 24. Il a noté qu'environ 17 000 soldats sont généralement impliqués dans la garde de la frontière ukrainio-biélorusse. Klenin a également souligné que les pays occidentaux manifestent également un intérêt actif pour la République. Il a clairement indiqué que les États occidentaux se préparaient ainsi à la guerre avec la République de Biélorussie en tournant leur attention vers les bases militaires du pays. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y a une petite panique côté ukrainien, si jamais cela est vrai. Car s'il y a environ 112 000 soldats ukrainiens à la frontière biélorusse, ça veut dire que les Ukrainiens ont peur aussi qu'il y ait un autre axe d'attaque des Russes, c'est-à-dire venant du nord, venant de la frontière biélorusse. Donc tout ça est très inquiétant pour les Ukrainiens qui ne savent plus où donner de la tête. Et ça fait encore partie de la stratégie russe, évidemment, de mettre un brouillard de guerre absolument partout afin de garder la confusion côté occidental. Bon, je finirai les articles par l'agence d'information russe, le journal russe très connu, tout du moins en Russie. On a le Kremlin a répondu aux insultes de Biden envers Poutine. Donc là, c'est Peskov. L'insulte de Biden à Poutine est une honte pour les États-Unis. 22 février 2024. Les tentatives du président américain Joe Biden d'injurier les autres chefs d'État, dont le dirigeant russe Vladimir Poutine, ne portent en aucun cas atteinte aux intérêts de la Fédération de Russie. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire de presse du président Dmitri Peskov. Il a souligné que de telles actions ne caractérisent pas Joe Biden du meilleur côté car elles constituent une honte pour son pays. Il est peu probable que l'utilisation d'un tel langage par le président américain à l'égard d'un autre chef d'État porte atteinte aux intérêts de notre président. De telles déclarations semblent être une piètre tentative de la part de Biden de ressembler à un cow-boy hollywoodien. C'est une immense honte pour le pays américain, a déclaré Dmitri Peskov dans une interview avec le journaliste Pavel Zalubin. Le message a été publié dans son entier par le canal Telegram. Le porte-parole a également noté que Biden ferait bien de se demander si la Russie avait utilisé des grossièretés contre qui que ce soit. Le président américain Joe Biden s'est permis une expression dure contre Vladimir Poutine lors d'une collecte de fonds pour sa campagne de réélection à San Francisco. Il l'a traité de fils de pute. Ce n'est pas la première insulte de ce type de la part d'un dirigeant américain. Il a également parlé négativement du président chinois Xi Jinping, le qualifiant de dictateur.
Ça, c'était après que Xi Jinping se soit rendu à San Francisco pour rencontrer Joe Biden. Ça s'était bien passé. Mais quand Xi Jinping est parti, il y a une conférence de presse avec Joe Biden. Et Joe Biden a fait une gaffe. Et oui, de dernière minute lors d'une conférence. Et vous l'avez vu, je vous l'avais aussi montré, Anthony Blinken qui se prenait la tête au moment où, littéralement, au moment où Joe Biden avait dit cela, il avait fait une tête de 6 pieds de long pour montrer son désappointement. Mais bon, c'est du Joe Biden. Voilà, et on arrête là pour les articles. On va passer à la conclusion. Nous avons des changements dans les grands médias. On a LCI qui commence à faire de plus en plus de reportages en reprenant des témoignages de soldats ukrainiens, commandants, colonels même. Donc ça devient de plus en plus intéressant. Je regarde de plus en plus attentivement LCI. On a l'ISW qui commence à dire la vérité. Oh, ça fait un petit moment que l'ISW commence à être de plus en plus transparent quant à la vérité sur le terrain, car comme la cause ukrainienne est perdue, et même les grands médias maintenant reconnaissent que c'en est terminé pour l'Ukraine, surtout après l'annonce quasi définitive du Congrès américain qui a refusé le dernier paquet de plus de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine. Alors les quelques petites annonces de l'Union européenne, en particulier de l'Allemagne et de la France, ne changeront strictement rien. Bien entendu, ce ne sont que des effets d'annonce. Et à mon avis, ça restera des effets d'annonce. Et la France va faire comme l'Allemagne, c'est-à-dire beaucoup promettre, mais ne rien faire à la fin, car elle en est tout simplement pas capable. Elle n'a pas les finances, elle n'a pas les infrastructures. Alors certes, on promet à des dates 2025, 2027, 2030, on promet plein de choses pour l'Ukraine au calendrier grec. Ça oui, mais bon, les promesses, c'est facile à tenir pour garder une crédibilité internationale. C'est comme des promesses de campagne, si vous voulez. Mais cela débouchera sur quoi? Sur rien, à mon avis, car la France, l'Allemagne, les États-Unis ont bien d'autres chats à fouetter que l'Ukraine. Voilà, et de plus en plus, le mur des réalités va venir se percuter. Là, le mur des réalités est percuté en rafale là, depuis la semaine dernière. Donc bref, donc la vérité commence à apparaître de plus en plus. Le défaitisme commence à apparaître de plus en plus parce que l'inéluctabilité de la victoire russe commence à leur arriver en pleine figure. Donc là, on a des députés de Transnistrie qui ont demandé l'annexation de la Russie de leur pseudo-pays, parce que la Transnistrie a un statut étatique, on va dire, extrêmement flou, parce qu'elle peut imprimer sa monnaie, elle a sa propre capitale, Tiraspol, mais à l'international, la Transnistrie est pas très reconnue et on reconnaît plutôt que c'est la Moldavie. Bref, tout ça engendre des tensions supplémentaires, bien évidemment. Cela dit, s'il y avait un référendum en Transnistrie pour l'annexation de la Transnistrie à la Russie, vous vous doutez bien que Vladimir Poutine aurait un très grand sourire. Bien évidemment, et ça tombe bien, puisque le but de la Russie, c'est de prendre les 3 derniers oblasts, celui de Kharkov au nord, et au sud, celui de Mykolaïev et enfin d'Odessa pour faire la jonction avec la Transnistrie. Et la boucle serait bouclée. Voilà, ce qui est logique, la Transnistrie a des grosses bases russes, il y a énormément de soldats russes et de dépôts de munitions russes, etc. C'est russe en gros. Hein, je vous rappelle que la Transnistrie a refusé en 1991 d'être intégrée à la Moldavie. Hein. La Transnistrie a réclamé son indépendance. Voilà. Bon bref, ça je m'égare un petit peu. Donc conclusion de tout cela, malgré tout, parce que ça reste l'administration de Joe Biden, faut pas l'oublier, donc l'Union européenne est obligée de suivre ce que dit Joe Biden. Donc Joe Biden, il dit qu'il faut faire la guerre à tout prix à la Russie, faut donner des munitions à tout prix à la Russie.
Alors on lance des chiffres comme ça, voilà, au public en disant on va donner tant d'obus à l'Ukraine, on va donner tant de F-16 et vous allez voir, ça va tout changer. Vous allez voir, hein, des F-16, ça va tout changer. Bon, bref, tout va tout changer comme d'habitude, hein. Les Léopard 2 devaient tout changer, les chars Abrams devaient tout changer, bon, voilà, tout devait tout changer, hein. Et puis, au final, ça a été une catastrophe à chaque fois, ça a été une défaite à chaque fois, une débâcle à chaque fois. Bref, et ça n'a fait qu'empirer les choses, parce que ça ne fait que complexifier une logistique déjà complexe et en réalité insurmontable à l'échelle de l'Ukraine, comme je vous l'avais dit, à maintes reprises. Alors là, l'état-major américain, dans les groupes de réflexion, américains, dont la Rand Corporation, hein, ce groupe de réflexion tout puissant aux États-Unis, ils se sont dit, ah bah tiens, pourquoi pas copier les Russes? C'est-à-dire, bah, comme nous, on manque de tout, ben on va changer de politique complètement à 180 degrés. Au lieu de faire de la grosse qualité, on va faire une qualité moyenne, mais en grande quantité et pas cher. Exactement ce que font les Russes. Donc eux, les Russes ont tout compris, nous, on n'a rien compris, mais comme on s'est réveillé, allez, on va dire au public que c'est pas trop tard. Alors on promet, voilà, fin 2024, en 2025, en 2026, en 2027, en 2030, on sera capable de donner tant d'obus, vous inquiétez pas, tant de missiles, etc., etc. Le problème, c'est que en admettant que tout se passe bien côté occidental, les usines ne seront prêtes que dans au minimum 2 ou 3 ans. C'est-à-dire où ils pourront produire ce qu'ils annoncent en effet de campagne. Voilà, j'appelle ça effet de campagne, hein, mais bon. Bref, s'ils tiennent leurs promesses, ce ne sera pas avant quelques années. Donc évidemment, tout sera fini depuis longtemps. Et les Russes vont pas se tourner les pouces en attendant, vous en doutez bien. Donc évidemment, comme il y a un effondrement côté États-Unis et côté Europe au niveau économique, ce qu'avait promis pourtant Bruno Le Maire à la Russie, et en fait ça s'applique plutôt aux pays européens, et évidemment en particulier à l'Angleterre, au Royaume-Uni, à l'Allemagne et à la France en particulier, mais à d'autres pays aussi, mais c'est ces 3 pays les plus touchés en Europe. Donc, bon, bah, que va-t-il se passer? Voilà, on ne le sait pas, parce que quand il y aura la grande victoire russe, la Russie sera tellement puissante, elle aura le contrôle de l'Ukraine, sans évidemment prendre l'Ukraine physiquement, mais tout du moins elle aura le contrôle du gouvernement ukrainien, parce que si on en croit Vladimir Poutine, bah, il veut un gouvernement neutre ou pro-russe. Bon, en réalité, il veut un gouvernement pro-russe. Bien évidemment, une neutralité totale de l'Ukraine, hein, et une non-entrée dans l'OTAN, bien entendu, et donc dans l'Union européenne, cela va de soi. Et donc, bah, ça veut dire un contrôle de l'Ukraine, hein, tout simplement. Alors, certainement pas en envahissant toute l'Ukraine physiquement, comme je viens de le dire, parce que déjà, ça demanderait infiniment de ressources que la Russie n'a pas, dans le sens, dans le temps. Il y a déjà un tel travail de reconstruction dans l'Est et le Sud de l'Ukraine, ben, que ça va demander toutes les ressources de la Russie, quoi, tout le potentiel, tout du moins. Et puis bon, ben, ça coûte une fortune à la Russie, la guerre, hein. Faut pas l'oublier, hein. La Russie économiquement elle se maintient, certes, mais ça fait mal à la Russie. La Russie se serre quand même la ceinture, hein, pour la guerre. Donc tout n'est pas rose côté russe, attention. Il faut quand même bien faire le distinguo entre les fantasmes et la réalité. La Russie, ça va, mais c'est tout. La situation de la Russie est loin d'être excellente. Donc là, il faut que la guerre se finisse le plus rapidement possible, en ayant atteint au préalable les objectifs. Donc Vladimir Poutine veut les 3 fameux oblasts restants, jonction Transnistrie, ce qui serait la pure logique, et après ça s'arrête là. Encore une fois, reconstruire tout l'est de l'Ukraine et même la Crimée, ça prendra du temps, beaucoup de ressources. Et bon, bah, faut bien un moment que la guerre s'arrête à un moment donné, et que la normalité revienne.
Bon, évidemment, dénazifier le pays, faire que l'Ukraine soit sous contrôle des Russes, ça va quand même être difficile pour la Russie. Mais tout à fait possible, hein, bien entendu, quand il y aura la victoire complète, comme je viens de le dire. Mais ça va être quand même un chemin assez difficile pour la Russie. Ce ne sera pas évident de tenir le cap jusqu'à la fin des fins. Nous verrons bien. En tous les cas, côté Occident, je le répète, quantité, donc vis-à-vis de la qualité par rapport aux armes et aux munitions, afin de pouvoir tenir un petit peu, être crédible contre la Russie. Et la dernière question que se pose l'Occident, c'est où sera et quand commencera la grande offensive russe? Au nord, au milieu, au sud de l'Ukraine? Grand point d'interrogation. Moi, mon avis, c'est que ça démarra du nord, mais ce n'est que mon avis. Je peux me tromper. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que au nord, il n'y a pas l'énorme fleuve Dniepr à traverser. Donc logistiquement, c'est beaucoup plus simple de faire une grande offensive sans avoir d'énormes fleuves à traverser. Donc en passant par le nord, les Russes n'ont pas ce genre de problème et il n'aura qu'à fondre du nord vers le sud pour finir la grande offensive. Ce n'est que mon opinion, parce que je pense d'un point de vue purement stratégie militaire, peut-être que les Russes ont prévu autre chose, hein, puisqu'il y a un afflux d'hommes dans l'oblast de Zaporojye, bien entendu, donc au sud de l'Ukraine, mais aussi à Donetsk, puisque Avdiivka, il y a maintenant énormément d'hommes à Avdiivka, et il y a une poussée vers l'ouest, bien évidemment, et il y a la fameuse armée dont je vous parle depuis des mois et des mois, qui est presque en attente, hein, j'ai envie de vous dire, entre Kupiansk et Liman, c'est-à-dire l'oblast de Kharkov au nord, donc plus de 120 000 hommes, plus de 500 chars, plus de 700 véhicules blindés, qu'attendent entre guillemets, bon c'est une défense agressive, hein, ils attendent, j'exagère un peu, mais ils font pas grand-chose. Donc depuis le temps, ça fait peut-être 6 mois qu'ils sont là, depuis le temps, je suppose qu'ils doivent être prêts, quoi. Voilà, alors, et d'après la Biélorussie et les agences de presse russes, comme je vous l'ai dit, il y aurait plus de 110 000 soldats ukrainiens près des frontières biélorusses. Donc ça voudrait dire que l'Ukraine, Kiev, subodore qu'il y ait une possibilité, qu'il y ait aussi une grande offensive qui débarque du Grand Nord, c'est-à-dire de la frontière biélorusse. Donc vous voyez, on nage en plein brouillard de guerre, mystère complet quant à la grande offensive russe, mais à mon avis, et ce n'est que mon avis, ça peut plus tarder, quoi. Là, ça devient trop long. Pour moi, déjà, c'est trop long. C'est trop long. Vladimir Poutine ne peut pas continuer comme ça éternellement, parce que, je vous l'ai dit à maintes reprises, ça coûte très cher à l'État russe. Très, très cher. Et là, l'État russe n'en est pas encore à la reconstruction des territoires pris par la Russie en Ukraine. Il y aura à la fin des fins, normalement, 7 oblasts de pris en Ukraine. Énormément de terrains à reconstruire, de populations à aider, d'écoles, d'hôpitaux, de systèmes énergétiques à refaire, de routes. Il y a tellement de choses à réparer, ça va coûter une fortune à la Russie. Bref, pour moi, ça va pas durer encore un an, c'est pas possible, mais ce n'est que mon avis, bien sûr. Voilà ce qu'on pouvait dire en conclusion, on va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Alors on va immédiatement parler des attaques ukrainiennes, pas très loin de Klinky, c'est-à-dire là on va dire au nord du parc national, il y a eu des tirs d'HIMARS qui ont fait entre 10 et 30 morts côté russe, donc pas loin de la ligne de front. À mon avis, erreur tactique de mettre autant d'hommes concentrés en un point. Ça, c'est ce qu'ont fait les Ukrainiens. Ils l'ont payé cher
côté russe, puisque les Russes avaient bombardé. Quand il y avait des regroupements importants de soldats ukrainiens dans un endroit, bon évidemment beaucoup plus important que le regroupement qu'ont fait les Russes. Donc là ils sont morts, tir d'HIMARS, ils sont morts. Il y a eu un autre tir d'HIMARS avec succès pour les Ukrainiens. Donc c'est sur Volnovara. Il y a eu un tir d'HIMARS qui a fait plusieurs dizaines de morts côté soldats russes. Donc là, les Ukrainiens ont bien joué sur ce coup-là. Alors pour Klinky, alors la nouvelle de Klinky, c'est que ça y est, c'est terminé Klinky. Donc là, quand il y a une épingle rouge, c'est pour signaler les avancées. Là, ce signe vert, c'est pour dire qu'il y a une attaque ukrainienne. Donc là, c'est les avancées russes, hein, l'épingle rouge. Et donc là, ça y est, donc Klinky, la semaine dernière, c'était comme ça. Et bien maintenant, ça y est, c'est tout droit. La ligne de front est droite quasiment, parce que les Russes ont pris Klinky, cette pseudo-tête de pont qui n'en a jamais été une, puisque c'était ridicule. C'est pendant allez, peut-être 3 mois, ils n'ont pas arrêté d'envoyer des hommes se faire massacrer en n'ayant strictement aucune chance. Donc c'était des attaques uniquement pour la communication, donc des centaines, peut-être des milliers d'hommes morts strictement pour la communication. Voilà, donc c'est ridicule. Bah, ça y est, c'est terminé, on n'entendra plus parler de Klinky. Paraît-il qu'il y a encore des soldats ukrainiens qui tentent encore de... Il y en a quelques dizaines peut-être qui tentent encore de faire des petites attaques. Bon, ils seront balayés, ça sert strictement à rien. Là, c'est l'énergie du désespoir. C'est ridicule. Mais bon, on a l'habitude. Sur la région d'Orerov, bah, il y a toujours des attaques. Il y a des renforts qui ont été envoyés. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la zone la mieux protégée. C'est là où il y a les meilleures défenses de Sourovikine. Donc je comprends pas. Quoi, si, je le comprends. C'est la communication, encore une fois. Il faut bien dire, on continue à se battre. Il faut bien gesticuler pour les médias occidentaux. Faut continuer encore un peu. Hein, plus longtemps, à mon avis. Plus trop longtemps. Alors, je rappelle que cette région d'Orerov est dans l'oblast de Zaporojye. Hein. Voilà, donc que les Russes ont revendiqué. Alors là, il y a toujours le signe rouge parce que bon, bah, ça combat toujours hein, ici. Là, ça veut dire qu'il y a des combats qui continuent. Donc là, je vous ai déjà parlé de l'attaque ukrainienne ici. Alors pourquoi le rond bleu? Le rond bleu, c'est la dernière forteresse connue sur le front. Je dis bien sur le front. Évidemment, il y en a d'autres. Il y en a d'autres à l'intérieur du front côté ukrainien. Hein, mais voilà, c'est la dernière sur le front. Donc Ougledar, bah alors sur Ougledar, les Russes avancent pas. Ils ont un peu abandonné les Russes ici, hein, dans le sens, d'après ce que j'ai compris, ils ont arrêté l'avancement. Ils ont plutôt fait un regroupement des troupes ici. Donc alors là, les épingles rouges, ça veut dire qu'il y a eu des avancées. Donc là, ils ont pris Robieda. Donc là, il y a eu une avancée importante hein, côté russe, d'où l'épingle rouge. Là, il y a eu une avancée importante. Hein, la semaine dernière, la ligne de front était là. Maintenant, elle est là, d'où l'épingle rouge. Donc là, le signe rouge veut dire qu'il y a des combats. Là, les Russes avancent. Donc je suppose que leur stratégie va être, au lieu de se casser les dents sur cette forteresse ukrainienne, parce que bon, ils avaient mis quand même pas mal de force autour d'Avdiivka. Là, à mon avis, ils vont faire, vu comment ils avancent fortement ici, ils vont certainement faire un chaudron, c'est-à-dire avancer, contourner Ougledar par le nord et couper toutes les zones d'approvisionnement d'Ougledar, qui est encore approvisionné sans problème.
Donc à mon avis, ils vont couper toutes les zones d'approvisionnement et ils vont faire comme Ougledar, comme Avdiivka, je veux dire, pardon, mais en beaucoup plus rapide, parce que Ougledar, c'est beaucoup plus petit qu'Avdiivka. C'est très très bien défendu, hein. C'est une vraie forteresse, Ougledar, mais beaucoup plus petite que Avdiivka. Ougledar, l'équivalent, c'était Malinka, hein, au niveau forteresse. Bon, évidemment, Ougledar va tomber beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement qu'Avdiivka. Ça va de soi. Voilà. Alors j'ai mis le rond bleu, c'est pour dire que c'est une forteresse. Rond bleu veut dire forteresse. Alors maintenant, Avdiivka. Alors Avdiivka, alors les épingles rouges, c'est pour vous dire qu'il y a eu d'énormes avancées. Alors j'en ai mis 3. Là, le signe rouge, c'est parce que il y a des très forts combats, évidemment. Alors là, je vous ai mis en jaune ce que c'était la semaine dernière. Vous avez vu l'avancée. Donc là, tout ça qui a été pris. Hein, donc ça, voilà, c'est comme une digue qui a cédé. Alors attention, il y a toujours des tout mini combats. Il y a toujours quelques combattants ici et là qui continuent à tirer, énergie du désespoir. Il va de soi que aux dernières nouvelles, les 4 ou 7 000 combattants, évidemment sur les 4 ou 7 000, il y en a la plupart se rendent, évidemment. Il y a énormément de blessés qui sont restés, qui ont été abandonnés à Avdiivka parce qu'ils ne pouvaient pas les emmener avec eux, hein. Ceux qui pouvaient partir les ont laissés. Donc, à mon avis, ça va faire peut-être à la fin 2000, 3000 prisonniers, peut-être à la fin, mais ce n'est que mon avis, hein, je me trompe peut-être, hein. En tous les cas, là, l'Occident reconnaît déjà 1000 potentiels prisonniers, en partie disparus, prisonniers, ils savent pas trop. Évidemment, entre nous, disparus comment? Ils vont pas se volatiliser dans les airs, hein. Donc forcément, c'est des blessés ou des prisonniers. Pour moi, il n'y a que ces deux options. Disparu ne veut rien dire. Donc, ou alors on parle de soldats morts. Mais voilà, c'est soit il est mort, soit il est le soldat ukrainien, soit il est blessé ou prisonnier, ou coincé. Voilà. Et apparemment, il y aurait encore quelques dizaines ou quelques centaines qui continueraient à se battre. Bon. Évidemment, c'est ridicule. Et ça, c'était aux dernières nouvelles, hein. Peut-être que maintenant, ils ont arrêté de se battre, ils se sont rendus. N'oublions pas que les Russes, ça y est, ont complètement fermé la chose. Donc là, c'est terminé pour eux et ils le savent très bien. Donc voilà, Avdiivka, terminé. C'était le plus gros. Les Russes ont fait le plus dur. Les Russes ont fait le plus dur. Maintenant, pour eux, ça va être beaucoup plus facile. C'était la dernière grosse forteresse restante. Ça ne veut pas dire que là, sur le front, hein, on parle sur le front, hein. Évidemment, là, les Ukrainiens vont s'empresser de recréer à la va-vite d'autres forteresses, mais de toute manière, elles ne seront jamais aussi puissantes qu'Avdiivka, Ougledar ou Malinka, parce que ça, c'est des forteresses qui datent de fin 2014, début 2015, quand elles ont commencé à être construites. Voilà, donc faire à la va-vite des nouvelles forteresses, de toute manière, ça tiendra pas longtemps. Quelques semaines peut-être, quelques jours, je ne sais pas. Voilà. Donc là où il s'est passé quelque chose, c'est sur Bakhmout, hein, autour de Bakhmout, et surtout ici, sur Ivanivske. Donc là, les Russes sont pas mal avancés, d'où l'épingle rouge. Donc Ivanivske va tomber, bien sûr. L'objectif futur, ce sera Tchasovyar, et évidemment le Graal pour les Russes, hein, comme je le disais avant régulièrement, ça va être Kramatorsk et Slaviansk. Voilà. Et une fois Kramatorsk et Slaviansk seront pris, comme je vous l'ai dit, peut-être une centaine, non j'exagère, des dizaines de fois dans les points sur l'Ukraine depuis 1 an et demi, je vous le répète, quand ces deux, pour moi, à mon avis, quand ces deux villes-là seront prises, ce sera terminé. Ça sonnera le glas de l'Ukraine.
parce que ça, c'est les dernières positions les plus ou moins fortifiées restantes. Mais attention, quand je dis plus ou moins fortifiées, nulle comparaison avec la fortification de Mariupol, Bakhmout, Bakhmout, c'était pas une ville fortifiée, mais Marinka, Ougledar et surtout Avdiivka, on peut pas comparer Slaviansk-Kramatorsk avec Avdiivka par exemple, c'est pas possible. Donc ces villes-là tomberont beaucoup plus facilement. Mais ça, ce sera vraiment le signe, parce que je sais qu'elles ont été un petit peu fortifiées. Voilà. C'est les rapports que j'ai lus, nous verrons bien. Voilà, sinon, bah, évidemment, sur Kupiansk, hein, c'est là, entre Kupiansk ici et Liman là, c'est là qu'il y aurait les 120 000 soldats russes qui attendent, quoi, qui combattent, hein, mais vite fait, quoi. C'est de la défense agressive. Ils sont ici, voilà, et c'est là que craint l'offensive ukrainienne, russe, pardon. C'est là que les Ukrainiens craignent que l'offensive se passe. Donc soit dans le nord, donc ici de Kupiansk, donc il n'y a pas la rivière Dniepr qui est énorme à traverser, hein, il y a juste une petite rivière, Oskal, la rivière Oskal qui est toute petite. Donc bref, là, il n'y aura pas de grosse rivière, donc pour les Russes, ce serait facile stratégiquement de faire une grande offensive ici et de fondre vers le sud, parce que là, pas grand-chose à traverser. Donc là, certes, il y a le Dniepr, mais la largeur ici n'a rien à voir avec la largeur ici. Hein, c'est beaucoup plus faible. Hein, et puis bon, il y a des ponts, bien entendu. Là, il y a des ponts qui n'ont pas été détruits. Ça va de soi. Donc voilà. Donc je pense moi que ce sera vers le nord, mais ce n'est que mon avis. D'autres pensent éventuellement à partir d'Avdiivka, ici, puisque ça avance fort, hein, ici. Et d'autres pensent Zaporožje, puisque les Ukrainiens auraient détecté une force importante ici. Voilà. Et les Ukrainiens auraient, d'après les Biélorusses et la Russie, mais plus de 110 000 hommes ici, dans cette zone-là, dans la peur qu'il y ait un assaut qui vienne de la Biélorussie. Voilà. Donc vraiment, brouillard de guerre, comme je le disais. On ne sait pas où les Russes vont attaquer. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est pour bientôt. Mais bientôt, que veut dire bientôt? En semaine, en mois? Bah voilà, on ne sait pas. Bref, nous verrons bien. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, très important pour moi. Vérifiez que vous êtes toujours abonné à YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube, parce que YouTube désabonne mes abonnés. Vérifiez que vous avez cliqué toujours pour YouTube sur la cloche de notification afin de rien rater, et éventuellement un petit don, lien dans la description ou à la fin de ma vidéo avec le sigle PayPal, pour ceux qui apprécient mes vidéos, bien sûr. Voilà, et merci à tous de votre soutien à cette chaîne qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube et Analyse du monde sur Odyssée et Rumble. Merci encore à tous et toujours, soyez curieux.